Donc, bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview et c'est la comédienne Dani Benedito qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour à toi Dani. Bonjour Johan, et puis bonjour à vous tous et toutes. Alors avant de commencer les questions, je vais te laisser te présenter de manière générale, je dirais. De manière générale, alors déjà, Ouais, je tiens rapidement. juste à dire que de faire une interview comme ça me donne l'impression qu'on est quelqu'un de super important. Donc je suis un peu, c'est la première fois que je fais ça. C'est cool, mais ça fait bizarre, quoi. J'ai l'impression d'être quelqu'un de très important. Donc voilà, il fallait que je le dise. J'ai pas l'habitude. Et me présentez-moi donc Dani. J'ai 53 ans. J'ai commencé ce métier en fait par le théâtre d'abord, c'est ma formation de base il y a super longtemps donc forcément le théâtre, donc j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai tout appris en fait au théâtre et c'est le hasard en fait qui m'a amené vers les voix dans un premier temps, comme d'habitude, comme avec plein de gens je suppose. On m'a dit un jour, mais t'as une voix intéressante, t'as jamais pensé à faire de la radio, des trucs comme ça? Ouais. Non. Et ben j'ai tenté. Il y avait un studio, il y avait un groupe en fait de radio, Radio Énergie, Chérie FM Énergie, dans la ville où j'habitais. Donc j'y suis allée et j'ai commencé sur le tas en fait, puisque à l'époque il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas tout ça, Ouais. pas d'école, il y avait que dalle. Donc j'ai commencé sur le tas. Ils ont trouvé que c'était intéressant effectivement, mais j'ai appris le métier en fait, vraiment à chaque fois que j'y allais. Donc ça s'est pas fait comme ça d'un claquement de doigts. Et ce qui était bien pour moi, le bon bagage que j'avais, c'était le théâtre, parce que j'avais appris à parler correctement, à lire un texte correctement, à bien placer la voix, respirer, etc. Voilà. Et puis après, tout en continuant de faire du théâtre, commencer à faire un petit peu de télé. J'ai animé aussi le journal, par exemple. C'était une Ah oui? expérience qui m'a donné d'autres facettes, en fait. Ouais, faire la Claire Chazal de Saint-Étienne, puisque c'est ma ville d'origine, c'était drôle, quoi. Partir avec les gilleries, faire la météo, appeler les flics, et puis présenter le journal tous les jours devant pas de prompteur. Hein, j'avais mes fiches et tout. Ouais. Ça apprend encore autre chose, à gérer une caméra, à gérer, pareil, tout le reste. Voilà, et puis j'ai fait de la radio aussi, toujours pareil, presque le hasard. J'ai travaillé à FIP à Lyon pendant quelques années aussi, donc ça encore c'était une autre facette. Et j'ai commencé à vouloir rentrer dans les studios à Lyon, donc la grande ville, avec d'autres professionnels, et ça n'a pas été une partie de plaisir puisque c'est pas si facile que ça. Ouais. Et même si j'avais de l'expérience derrière, c'était pas suffisant pour eux, et ils avaient raison d'ailleurs. Donc j'ai mis pas mal d'années en fait à acquérir leur confiance, et, et voilà, ça a pris quand même quelques années. Et une fois que c'est lancé, en fait, une fois qu'ils voient que ça marche, et ben, ils vous donnent des petits boulots, puis après des boulots plus importants, etc. Et voilà comment ça s'est fait, en fait. D'accord. Voilà, et là maintenant, aujourd'hui, je partage mon temps entre beaucoup de studios, effectivement, hein, donc je ne fais pas que du doublage. J'ai surtout commencé, moi, par des voix off, ce qu'on appelle la voix off, donc les voix de documentaires, la publicité, les films institutionnels, l'audiodescription, enfin tout ça. Il y a Ouais, ouais. énormément de trucs, de boulot dans la voix. Et le doublage, donc, pareil, si tu veux que je t'en parle maintenant, j'y suis arrivée, pareil, le hasard. Il y a un studio, et le premier doublage de manga est arrivé, et ben on m'a appelé pour ce rôle-là, et j'ai aussi appris sur le tas. Et ça a été une expérience géniale, mais vraiment géniale. Mais voilà, j'ai pas été formée non plus, encore une fois, parce qu'à l'époque, il y avait pas tout ce qu'on a maintenant, quoi, comme outil. Voilà, en gros. D'accord. Bah très bien. Très bonne introduction. Justement, pour rebondir très rapidement sur ce que tu nous as déjà dit, quand t'as fait du doublage pour la première fois, ou l'une des premières fois, ou en tout cas les premières fois que t'en faisais, est-ce que tu pensais que t'allais peut-être en faire autant finalement jusqu'à aujourd'hui? Ah non, pas du tout. Non? Ah non, du tout, du tout. Et puis, même tout le monde, je pense. Le Ouais. premier manga est arrivé, et puis voilà, il fallait le faire. Et ça a été une première un peu pour tout le monde. Et non, je m'attendais pas du tout à en faire autant. Et puis j'étais dans mes petits souliers. Je suis arrivée, Ouais. je savais rien de ce métier, mais rien. Ouais. J'ai tout appris en doublant mon premier rôle, avec tous les petits trucs qu'on apprend après, enfin qu'on connaît après. Je sais pas moi, mettre
mettre un doigt sur le bord de la lèvre extérieure pour pour faire croire qu'on a une cigarette, par exemple. Je savais pas tout ça. Et la personne qui nous dirigeait, m'a appris tout ça. Elle a appris aussi. Enfin, il y avait certains comédiens qui ont bossé avec moi avaient déjà fait du doublage en amont, mais moi non. Moi, j'étais la petite nouvelle. Et c'était un peu, j'étais un peu tendue, quoi. Il fallait que je fasse bien, etc. Mais le résultat, j'ai trouvé ça génial. Et après, il y en a eu d'autres, et tant mieux, quoi. Ça voulait dire que ma première expérience était bonne, sinon ils m'auraient pas rappelé. D'accord. Je crois, je pense. Bah oui, ça a dû très bien se passer si t'en fais toujours autant aujourd'hui. Ouais, je pense. Du coup, j'allais enchaîner, désolé si je t'ai coupé. Non, d'accord, très bien. Du coup, j'allais enchaîner sur le doublage qui, quand même, a pas mal évolué au fil des années. J'imagine que t'as peut-être vu aussi une évolution de ton côté. Est-ce que tu trouves que le côté... la productivité qui augmente toujours de plus en plus, est-ce que toi, c'est une évolution que t'as ressentie, parfois peut-être au détriment de la qualité? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu ressens et qui te gêne de ton côté? Ouais, bien sûr. Et je dois pas être la seule que ça gêne. Ouais. C'est évident. Surtout quand on a commencé, donc, il y a une bonne dizaine d'années, en prenant notre temps. Enfin, quand je dis prenant notre temps, pas tant que ça quand même, hein, il fallait quand même aller vite, mais on prenait le temps quand même de bien travailler. On regardait les boucles, on lançait un premier rec, si ça allait pas, on recommençait, etc. pour se rapprocher au maximum de quelque chose de parfait, que ce soit dans le labial et dans l'interprétation. Et effectivement, ça s'est dégradé d'année en année. Et là maintenant, je pense que c'est de pire en pire avec les grosses plateformes qui arrivent, Netflix et les autres qui ont une productivité de dingue. Je crois qu'ils nous... Et je me demande d'ailleurs si ça c'est purement personnel, je pense qu'ils s'en foutent un petit peu du doublage langue, eux. Je pense qu'ils s'en tapent. Donc ils nous demandent de faire ça, et puis voilà. Et donc effectivement, maintenant, on a de plus en plus de doublages qu'on dit à la volée. Oui. C'est-à-dire qu'on regarde même plus les boucles, et voilà quoi. Donc le comédienne est devant, il découvre et il fait de son mieux, et malheureusement, je suis désolée, même si on a des super pros, ça sera jamais nickel chrome. Mais je crois que c'est comme ça. On n'a pas le choix. On est obligé de s'adapter. Il n'y a pas que ça qui a changé, malheureusement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ce métier, en fait. Et c'est comme ça. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que quand on voit notre travail après ou quand on l'écoute, on a les boules quand même, hein. On se dit merde, merde, c'est pas ça. J'ai pas l'habitude de faire du travail à moitié, et ouais, c'est comme ça. On pourrait très bien, tu pourrais me dire, t'es pas obligé d'accepter, tu peux très bien refuser. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est le travail, quoi. Mais voilà, et vu qu'il y a de moins en moins le travail est de plus en plus difficile, on a l'impression qu'il y en a moins, et il y a beaucoup plus de gens sur le marché, et donc forcément on nous met cette putain d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Écoute, si tu prends pas, de toute façon, s'il y en a un prochain, oui, on t'appellera pas. C'est comme ça, il y en a plein d'autres à côté de toi. Donc on est tous comme ça dans ce cercle vicieux où on est tenté quand même, malheureusement, d'accepter en sachant qu'on va pas faire du super bon boulot, malheureusement, quoi. Ouais. Voilà. Du coup, question qui est justement un petit peu liée avec ce qu'on vient de parler, du coup qui a peut-être évolué aussi. Est-ce qu'il t'est permis, ou est-ce qu'il t'était permis, peut-être à une époque, de prendre des libertés, que ce soit sur le dialogue ou l'interprétation durant un doublage? Et est-ce que, si c'est le cas, est-ce que cette liberté était peut-être plus accessible sur un média qu'un autre en doublage? Quand tu parles de médias, tu penses à quoi? En gros, je dirais les types principaux de doublage, donc que ce soit du cinéma, série, animation, tout ça. Enfin, en gros, vraiment, c'est comme ça. Enfin, c'est ça que j'appelle média, en gros. Ouais. Ouais, ok, d'accord. Les supports, les produits. D'accord, je comprends. Non, normalement, on prend aucune liberté. Il y a le directeur de plateau, la directrice de plateau qui est là, c'est le boss, en fait. C'est cette personne-là qui décide, déjà. En plus, en amont... il y a des gens qui ont bossé, qui ont fait la traduction, qui ont fait l'adaptation. Faut respecter leur travail. Donc si c'est une question, moi j'aime pas ce mot-là qui a été utilisé, j'en aurais mis un autre. Non, ça c'est hors de question. On respecte ce qui a été fait, et je trouve ça tout à fait normal. Chacun son job.
Après, il est arrivé effectivement, en parlant de manga par exemple, mais même sur les autres en fait, que ce soit de l'animation, film, enfin des longs métrages ou des séries ou des trucs comme ça, il est arrivé que ça pêchait un petit peu au niveau de l'adaptation, que c'était peut-être un peu long par rapport pour être calé au labial, ou un peu court, ou le mot était peut-être pas judicieux, il y en avait peut-être un autre qui collait mieux, uniquement sur le plan technique, hein, on est bien d'accord. Hein. Oui. À ce moment-là, oui, on prenait, directrice ou directeur de plateau décide et change. Et quand on se retrouvait sans directeur, parce que c'est arrivé souvent, et ça doit arriver encore souvent, hein, de ne pas pouvoir être dirigé par quelqu'un, on se retrouve avec juste l'ingé son, et puis voilà, et on bosse ensemble. Et l'ingé son, moi je bosse avec des ingé sons qui sont excellents, d'une part sur le plan technique, mais aussi en direction d'acteurs. Ils en entendent tellement que du coup ils deviennent... ils captent le métier, et ils nous dirigent très très bien. Et donc oui, ça nous est arrivé quand même de faire des petites modifs pour pouvoir coller au maximum, et encore une fois faire un boulot le mieux possible, le plus parfait possible. Alors justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, et c'est vrai que je n'avais jamais entendu parler jusqu'à maintenant, et donc tu parlais d'être parfois dans des doublages où t'es pas dirigé par un directeur artistique ou quoi que ce soit. Du coup, comment est-ce que ça se passe généralement, ce genre de doublage? Qui prépare le doublage en amont, et comment est-ce que vous gérez ça finalement quand vous n'avez pas vraiment de direction précise, je dirais, d'un DA? Alors, ne pas avoir de DA, c'est uniquement un problème de budget. Ouais. Faut que ce soit vraiment clair, malheureusement, parce que c'est pas une volonté de notre part ni du studio, hein, loin de là. Hein. J'imagine. C'est que malheureusement, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça c'est arrivé, ça arrivait pas souvent, mais c'est arrivé. Donc bien sûr, travail dans l'urgence comme d'habitude, mais sans DA. Et je reviens à ce que j'ai dit. Les ingé-sons sont vraiment excellents. Ils ont l'oreille. Non seulement ils ont l'oreille technique pour entendre ce qui va pas, ça peut être n'importe quoi, des clics, des bruits de bouche, un mot mal prononcé, mais en plus ils ont l'oreille pour nous suivre et capter la justesse de notre jeu et nous guider sur ce jeu-là. Donc alors attends, la question c'était, est-ce que c'est arrivé souvent, c'est ça? Non, parce que c'est arrivé souvent, c'était plus comment est-ce que vous vous débrouillez finalement pour réussir à le faire, quoi, du coup. Ça y est, j'ai mémoire poisson rouge, moi. Le travail en amont reste le même. Ouais. Ça changeait pas du tout. Hein. De traduction, adaptation, tout ça, on prend le paquet, et puis voilà. Mais par contre, oui, tout ce que normalement un DA fait, c'est-à-dire la grille avec tous les comédiens, les plages de travail, etc. Ça c'était au studio qu'ils le faisaient. Donc voilà, il y avait je sais pas qui se penchait là-dessus, mais c'était fait de toute façon au sein du studio, comme un DA l'aurait fait, de la même manière, et voilà. Et la seule différence, c'est que pendant l'enregistrement, on était soit 2, soit 3. Enfin, et souvent, ils mettaient quelqu'un d'autre à côté pour suivre également, pour suivre l'enregistrement et être là une deuxième oreille, on va dire. Ouais. Deuxième oreille. Mais c'est vraiment arrivé très rarement, hein. Très rarement. J'imagine. Mais bon, ça. Et maintenant là, avec cette période là, oui, je me demande si ça doit pas arriver plus souvent, justement. Ouais. Que les budgets sont tellement serrés, tellement revus à la baisse, le temps de travail pareil, que avoir la chance d'avoir un DA sur le plateau, ça, je sais pas, ça risque d'être peut-être difficile, pour pas mal de boulot. J'en sais rien, hein, je dis ça. Non mais. Certitude, hein, mais voilà. Bien sûr. Alors, jusqu'à présent, tu as doublé donc de nombreux personnages dans l'animation, comme on l'a dit un petit peu au début. Donc on va en citer quelques-uns. T'as doublé notamment Yuripei dans Angel Beats. Tous les nouveaux ont la même réaction à chaque fois. Essaie de t'adapter rapidement. Accepte les choses telles qu'elles sont. D'accord, je vais essayer. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Tu vas devoir te battre. Et contre qui? Contre cette personne là-bas. Hein? C'est l'ennemi du clan des pas encore morts. C'est l'ange. J'aimerais en finir rapidement et renommer le groupe. Essaie de nous trouver un nouveau nom, tiens. Rebi dans Black Lagoon, qu'on a déjà cité. Je viens d'avoir Balalaïka. Elle nous donne quartier libre pour ce soir. On reprendra que demain. Ouais. T'en fais une tête, qu'est-ce que t'as? Je sais pas trop. Les
toi, par contre, t'as l'air de bien t'amuser. À force de travailler ensemble, tu lis en moi comme dans un livre ouvert, hein, Rock? Rencontrer un mec comme Jumbo, c'est une chance pour une tueuse comme moi. Moi qui croyais avoir tout vu, là, il m'a mis sur le cul. Le gars a coupé une balle en deux avec son sabre devant mes yeux. C'est hallucinant. Tu peux pas savoir comme j'ai hâte de me retrouver face à lui. Saber dans Fate Stay Night. Il me semble que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis le servant Saber. Vous devriez pourtant le savoir, puisque je suis sorti du cercle que vous avez tracé, c'est bien vous qui m'avez appelé. Saber? Le servant Saber? Oui, votre servant, mais appelez-moi simplement Saber. Je sais ce que vous pensez, vous n'avez pas choisi de devenir mon maître, je comprends. Ton maître? Pourtant, vous l'êtes, vous avez lancé l'invocation me concernant. Maintenant que le pacte est conclu, n'ayez aucune inquiétude, maître, je ne vous trahirai pas. Alors je vous appellerai... Shiro. Parfait, je préfère ça moi aussi, c'est beaucoup moins formel. Jeanne d'Arc dans Rage of Bahamut. Qu'est-ce qui te préoccupe? Tu regardais Bahamut? Excusez-moi, qu'avez-vous dit? La statue, c'est Bahamut. Cette créature pourrait réduire notre monde en cendres. Bahamut n'appartient ni aux dieux ni aux démons. C'est un monstre à part qui surpasse toute autre forme de vie. Si sa force venait à nouveau à s'éveiller, il éradiquerait tout sur Terre. Alors c'est lui, le fameux Bahamut. Personne ne connaît la raison, mais... Il y a environ 2000 ans, Bahamut apparut soudainement dans le ciel. En un clin d'œil, le monde s'embrasa et fut transformé en enfer. Encore Akemi Kawakami dans Z-Man, pour ne citer que... Les hommes qui disent ce genre de choses sont toujours les moins doués. Un peu, oui, depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux, gamin? Je peux te sauver, mais... ça va te coûter 10 000 yens. C'est d'accord, je te les filerai. Enfin, je te retrouve. Où sont tes copains? Ils sont rentrés. Leur téléphone a sonné, ils avaient quelque chose à faire. Ils sont très occupés, hein? Tiens. 10 000 yens. J'avais promis de te donner cet argent, pas vrai? Et prends ça aussi, c'est là où je travaille. Si tu passes au club, je t'offrirai un truc à manger. Mais viens me voir avant le soir. Parmi tous ces rôles dans la Japanimation, sans forcément ceux que j'ai cités, si tu te souviens de certains, quels sont ceux que t'as vraiment apprécié à faire en doublage? J'ai pas de top 5 ou des choses comme ça. Non, Alors, non, mais au moins un qui ressort. Pour commencer, Rebi, puisque c'est le premier rôle que j'ai fait en doublage. C'est sur Rebi en fait que j'ai appris le doublage. Ah, c'est quand même fou de se dire que c'était ton premier rôle, parce que moi je l'avais trouvé très bon quand je l'avais vu à l'époque. Eh ben c'était le premier, toi. C'est avec Rebi que j'ai appris à doubler en fait. Et j'ai eu une chance mais incroyable de tomber sur un rôle comme ça, mais incroyable, parce que c'est vraiment le type de rôle que j'adore faire, c'est-à-dire la nana qui a du caractère, badass, qui se bat, qui a vraiment du caractère, et pas que, qui a une faille aussi. C'est ça qui était vachement intéressant chez elle. Malheureusement, on n'a fait que la première saison et le reste a été fait, je pense, à Paris. Donc, on n'a pas pu suivre l'histoire, l'évolution du personnage. Voilà, moi, je me suis arrêtée au début. Mais déjà, dans ce que j'ai fait, on sentait bien qu'elle avait un passé difficile et c'était hyper intéressant. Et ça, c'est vraiment l'un des rôles les plus... si j'avais que des rôles comme ça à faire en doublage, mais je m'éclaterais, mais grave. Grave. Cyber aussi, c'était super. Dans un autre style. Ouais, dans un style assez différent, oui. Ah ouais, complètement, beaucoup plus, voilà, cette nana plus froide, plus renfermée. Mais bon, intéressant aussi, parce que on sort de notre zone de confort. Voilà, c'est tout. Donc ça nous demande déjà que la technique du doublage c'est pas facile, parce qu'il faut dans l'instant donner le meilleur de soi. On n'a pas le temps de réfléchir, en fait. Il faut se lâcher et être hyper généreux et jouer juste tout de suite, se rapprocher au maximum, au moins pour le premier rec. Mais quand on a des personnages qui sont proches de nous, c'est d'autant plus facile. Mais quand c'est loin de nous, ça nous demande plus d'efforts et tout. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. De rester un peu danger, quoi. Sortir de sa zone de confort. C'est super bien. C'est vraiment super bien. Ok. D'ailleurs, je voulais revenir rapidement sur Rebi dans Black Lagoon.
Du coup, c'est bien parce que t'en as quand même un souvenir, j'imagine, un peu plus fort. Y avait aussi comment dire, une grande liberté de ton sur ce personnage. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, dans le doublage, vous pouviez quasiment tout vous permettre. Je me souviens, c'était un animé qui était quand même réservé à un public assez adulte. Oui, donc tout à fait. ça se permettait forcément déjà une liberté de ton assez énorme. Mais je me souviens que je pense que tu te faisais plaisir quand même sur ce personnage-là, parce que parfois ça balançait des insultes, des trucs par-ci par-là, ça hurlait un peu de partout. Ça devait être très fort quand même comme personnage à faire. Bah ouais, et c'était ça qui était génial. Pouvoir parler comme elle, comme ça, sans que personne te dise en face oulala, mais calme-toi, retiens-toi, t'as pas le droit de parler comme ça. Oui. Là, on était complètement libre, mais c'était top. C'était vraiment top. Et vraiment, c'est tout ce que j'aime. pouvoir insulter, pouvoir balancer des trucs grossiers. Se battre, être aussi forte que les mecs, etc. Enfin, ça n'a rien de ce que je suis en train de dire n'a rien de féministe, etc. Pas du tout. Hein. Mais c'est des rôles qui sont pour une nana, mais c'est le pied, quoi. Je pense qu'un mec avec un rôle pareil, il dirait la même chose. C'est vraiment le pied. C'est vraiment le pied. Il y a un autre rôle. Attends, Ran Kotobuki. Alors ça, c'était mince, le nom du manga. Ça te dit rien, Ran Kotobuki? Ah zut. Ran Kotobuki. Alors de nom, ça me dit rien, mais je peux chercher très rapidement. Alors, du manga, comment tu l'écris du coup? Ran, R-A-N. Ah oui, Ran Kotobuki. Oui, d'accord, Kotobuki. Plus loin, Kotobuki, et c'est. c'était Gals. Gals. Oui, je viens de voir. Je viens de le trouver en même temps. Ça aussi, ça m'a marqué. Ouais. J'ai fait Ran quasiment après Rebi, et elles sont aux antipodes, toutes les deux. Ouais, bien sûr. Pour le travail de technique respiratoire, par contre physique, parce que c'était des longues journées, c'était des journées entières, et cette nana là, ce personnage là, mais hallucinant aussi dans son style. Elle passait des hurlements aux pleurs, au rire. Il fallait constamment comme ça jongler avec les émotions, la tristesse, la joie, la colère, ça n'arrêtait pas. Je crois que j'ai jamais joué un rôle aussi physique que celui-là, et il m'a énormément appris aussi pour les autres après, quoi. Donc j'ai vraiment eu du bol, parce que je suis tombée sur des rôles vachement intéressants en tant que comédienne. Ok. Du coup, en parlant de ça, en tant que comédienne qui a beaucoup officié dans la Japanime, comment est-ce que toi tu abordes l'écart de langue avec le japonais, qui doit être quand même assez compliqué, j'imagine, par rapport à une VO anglaise du coup? Ah bah oui, je crois que je l'aborde comme tout le monde. On a du mal. Ah ouais, c'est pas facile. C'est exactement ça. C'est pas du tout la même façon de parler, le même rythme. Donc pour coller le maximum et tout au labial et aux intentions, des fois on s'envoie, quoi. On s'envoie. Ils parlent plus lentement, ils font des pauses, les Japonais, ils font des pauses, et donc toi, avec ta traduction française, quand t'as 3 phrases enquillées et puis qu'il faut que tu t'arrêtes, alors que le sens de ce que tu es en train de dire, il faut pas t'arrêter, parce que sinon ça fait nul, mais t'as pas le choix. Donc on essaye de faire au mieux, mais c'est comme ça. Et je pense que tout le monde sait, enfin les fans de manga le savent, donc j'espère que ça les dérange pas, et je pense que c'est quelque chose que tout le monde connaît, enfin que tout le monde sait, donc mais c'est un peu compliqué, oui, effectivement. C'est pas évident. Plus le jeu souvent exagéré des mangas. On essayait de s'en rapprocher, mais de rester quand même être un peu plus pudique, dans le sens pas trop en faire non plus, pour pas que ça devienne gnangnan en français, j'entends. Ouais, bien sûr. Je dis pas que c'est gnangnan en japonais, pas du tout, mais pour que en français on soit le plus proche de la version originale, sans que ça prenne des dimensions complètement hallucinantes. Oui, parce que le jeu aussi est beaucoup plus exacerbé en japonais qu'en français, du coup si on imitait leur jeu, ça serait très bizarre. Voilà, c'est ça. Donc respecter ça, toujours respecter l'original au maximum, mais se rapprocher le plus possible sans trop en faire, pour rester juste aussi en français, quoi. Ok.
Du coup, on va revenir un petit peu aussi sur tes rôles dans le live, du coup, donc série, cinéma. Ouais. On peut t'entendre sur l'actrice Bryce Dallas Howard dans la saison 3 de Black Mirror. Ouais. Je n'aime pas votre tête. Je trouve que votre tête est ridicule du front au menton. Ah oui? Vous avez la tête d'un gars de la télé alcoolique et complètement has-been même. Quel personnage de dessin animé votre mère s'est tapé pour fabriquer un résidu de fond de capote comme vous? Moi, au moins, je suis venu au monde. J'ai pas été pondu par une espèce de pauvre pétasse sur qui on a fait des expériences de laboratoire. Vous, ils ont même pas voulu de vous là-bas. Ah oui? Ah, direct dans les chiottes. Oh! À la poubelle. Votre visage ressemble à un putain de... Un putain de quoi? Un putain de... massacre esthétique qui rendra le pauvre Picasso aveugle et qui doit sûrement se retourner dans sa tombe à l'heure qu'il est. Aussi sur l'actrice Kiran Sonia Sawar, aussi dans Black Mirror, mais dans la saison 4, du coup, cette fois. Oh, t'es mon sauveur. Ça avance ton accident avec le truc à pizza? C'est un sacré bordel. Impossible de déterminer les responsabilités parce que personne ne s'accorde sur la vitesse de ce maudit véhicule et je n'ai aucun témoin direct de l'impact, donc je suis coincée. Tout ce que j'ai pour m'aider, c'est ce visage flou et encore je sais même pas qui c'est. Oh, bingo. Mia Nolan. C'est peut-être vous mon témoin clé, si vous voulez bien me parler. Pourquoi elle refuserait? Elle faisait quelque chose d'embarrassant ce soir-là dans sa chambre. Elle regardait un film porno au moment de l'accident. Elle voudra peut-être pas que j'aille fouiller dans sa tête. On a pu aussi t'entendre sur l'actrice Helen Wong dans la série Dark Matter. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je pense toujours que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour mon empereur. Mais je regrette que pendant mon absence, mon empereur ait suivi les conseils militaires d'un maître d'école. Personne n'a envie de perdre Temiken. Mais nous n'avons pas le choix. Elle représente le cœur de l'Empire pour beaucoup. Et nous la reprendrons quand le temps sera venu. Et aussi sur l'actrice Claire Blackwelder dans Power Rangers Dino Charge, pour ne citer qu'elle. Ta discipline et ton intelligence te confèrent les compétences pour protéger les autres. L'énergème verte a été très avisée de te choisir. Shelby, la raison pour laquelle l'énergème rose t'a choisi est un vrai mystère. J'ai aidé le gardien à trouver Chase après qu'elle se soit liée à son énergème. Ensuite, on a trouvé Koda. 5 énergèmes ont été retrouvés, mais 5 autres sont encore perdus. Servez-vous de vos pouvoirs pour les retrouver avant qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Même question pour l'animation, sans forcément prendre parmi celles que j'ai citées. Est-ce que t'as des actrices ou même des personnages plus particulièrement que t'as aimé doubler dans le live? Ah ben, Bryce Dallas, mais pareil quoi, quel cadeau. Alors mais ouais. Voilà là. J'aurais jamais imaginé un jour pouvoir la doubler. D'une part, j'adore cette nana. Je la trouve top quoi. Elle a un jeu mais super naturel. J'aime beaucoup comme elle joue vraiment. Et puis je la trouve craquante en plus physiquement. Et donc voilà, bah j'étais dans mes petits souliers quoi. Quand j'ai passé le casting et qu'on m'a dit mais c'est toi, j'ai dit non, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. En plus, elle avait déjà une voix régulière, donc c'est vrai que là pour le coup c'est cool de la voir. Oui, ouais, tout à fait. Ça c'est bien. Ouais, je te dis, c'était incroyable. Donc ça a été galère au début. J'ai vachement flippé quoi. J'avais une pression assez importante. Et puis, mais j'ai été très très bien drivée et tout avec une directrice de plateau géniale. Là, on a eu le temps, tu vois, par rapport à d'autres projets. Là, on a imposé, il nous faut du temps. Il faut qu'on le fasse bien comme il faut. Donc, bien, pas avec autant de temps qu'on aurait voulu, mais quand même, pas à la folie, loin de là, quoi. Mais on a quand même pu travailler certaines scènes parce qu'il y a quand même des passages qui sont un peu compliqués. Et elle aussi, elle a des ruptures d'émotions. Elle a des longs passages où elle parle, où elle passe d'émotions différentes. Donc, on a essayé de travailler ça au millimètre pour pareil, quoi. Pour coller au maximum, mais elle géniale, vraiment géniale, grand moment de doublage,
ouais. Mais d'ailleurs, tu m'as dit là tout de suite que t'avais eu quand même un peu la pression et tout. Est-ce que tu t'es rendu compte justement au moment où t'as passé le casting, et peut-être même après quand t'as commencé le doublage, que c'était quelque chose de gros, sachant qu'en plus c'est Black Mirror, donc c'est une série qui est très regardée, qui a énormément de popularité, que ce soit en France ou même dans le monde. Tu t'en es rendu compte à ce moment-là aussi, ou c'était juste par rapport à l'actrice? Non, je m'en suis rendu compte dès le casting. Et Black Mirror, je suis cette série depuis son début. J'ai vu les premiers épisodes, je suis tombée dedans et je trouve ça absolument génial. Et c'est d'une intelligence rare comme série. Oui. C'est incroyable. Donc, tout en fait, tu vois, tout le package là, et c'était de la pression. T'avais la série et puis t'avais la comédienne. Je dis oh purée. Et ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. Et je suis super contente d'avoir pu faire ça. Vraiment. Et deux fois de suite en plus. Oui. Parce que l'autre épisode et l'autre comédienne aussi, elle était loin de Bryce Dallas. Elle n'a pas du tout le même jeu, pas la même voix, pas la même façon de parler, etc. Complètement une histoire en plus complètement différente. Mais ça aussi, c'était bien. C'était vraiment bien. Non, j'ai de la chance. Du coup, maintenant qu'on a abordé l'animation et le live, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce qui différencie les deux types de doublage, que ce soit peut-être simplement dans le jeu ou même dans ce qu'il y a un petit peu en amont de l'interprétation, quelles sont, je dirais, les différences notables, et à la limite, est-ce que tu as peut-être un média dans lequel tu préfères interpréter? Entre, tu veux dire manga ou film avec animation des ou film, live, tout ça, série. Honnêtement, j'ai pas de préférence, aucune préférence. L'animation, on a beaucoup de liberté. Surtout en plus quand tu doubles pas à l'image, c'est-à-dire j'ai travaillé sur un dessin animé par exemple Michel pour Folimage à Valence, où il fallait qu'on joue d'abord et puis les dessinateurs calaient les dessins. Ah oui. On avait la création de voix. De voix. Alors ça rentre pas dans le doublage, mais c'est quand même de l'interprétation. Oui, bien sûr, oui. Donc, mais on a de la liberté. On est quand même dirigé, etc. Mais j'ai fait aussi d'autres dessins animés, films d'animation, où t'as une certaine liberté et tout. Donc voilà, ça c'est cool. Le manga pour moi, manga et film, long métrage ou série et tout, pour moi, je mets tout dans le même panier. Au niveau de l'interprétation, c'est pas parce que ça va être un manga qu'il va falloir être plus léger en termes d'interprétation du personnage. Pour moi, je travaille de la même manière, le mieux possible, le plus sérieusement possible, dans le détail, faire passer les émotions qu'il faut, même si on n'a pas le temps. Ça, je m'en fous. Pour moi, c'est la même chose. Après, là où ça change, c'est sur le plan technique, labial, forcément, avec des vrais comédiens, je dirais. En chair et en os, là, il faut être vraiment au millimètre pour que ça marche. Il n'y a rien de pire pour moi que de voir un film doublé et sentir que ça colle pas, quoi. C'est pas calé. Je vois. Et ça vient aussi de l'interprétation. Donc, non, pour moi, pas de préférence et pas énormément de différence, franchement. Très bien. Du coup, de manière générale, est-ce que tu as un ou plusieurs archétypes de personnages que tu préfères interpréter? Ah tiens, on en a parlé tout à l'heure. Oui, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais du coup, on est arrivé à cette question, je me dis, peut-être qu'on peut développer un peu plus. Sauf si t'as déjà tout dit. Non, les personnages forts comme ça, j'aime bien, qui ont du caractère et qui ont des failles. C'est ça qui est intéressant quand on est comédien, parce que jouer un personnage comme Rébi, elle est tout le temps pareille. Elle va gueuler sur tout le monde, elle va sortir son flingue et tirer sur tout le monde. Et ça, elle va faire ça du début à la fin d'une série. Je pense qu'au bout d'un moment, tu vas t'ennuyer un petit peu. Et tu vas plus jouer technique, et c'est pas cool. Mais quand il y a derrière, quand ils ont bien fait leur scénario, quand ils ont bien pensé les personnages et qu'ils ont creusé et qui ont mis des faiblesses, des choses comme ça, là c'est important. Comme
comme quand tu joues sur un personnage face à une caméra dans un film ou sur une scène, un personnage de théâtre, c'est pareil. C'est toutes ces petites choses-là qui sont derrière, en fait, qui créent le personnage, qui créent la consistance de ce que tu vas jouer, et qui rend ce que tu joues riche et qui t'enrichit toi aussi, en fait, qui te fait bosser et tout, qui te donne envie de continuer, d'en faire à chaque fois plus, mieux voilà, moi, un rôle, alors, baste le fait que ce soit des rôles que j'aime, de nanas qui ont du caractère, mais voilà, il faut que ce soit riche de ça, riche de plein de petites faiblesses, de choses cachées qu'on va creuser. C'est comme ça que j'ai appris à jouer, de toute façon. Quand je faisais du théâtre, c'est dans cette optique-là qu'on m'a enseigné le théâtre. C'est d'aller chercher, au fond, les choses, même quand elles ne sont pas écrites quelque part. Tu t'imagines le passé de cette personne-là, tu te le forges et tu vas travailler là-dessus pour donner de l'ampleur et de la consistance au personnage. Mais ce que j'ai pu jouer là dans les mangas ou dans les films et tout, c'est ce boulot-là que j'ai fait. Alors, je sais pas, Dark Matter, par exemple, le personnage que je fais dans Dark Matter, elle était sympa elle aussi, mais je savais rien d'elle. On m'avait rien dit d'elle, si tu veux, juste dans les scènes que je jouais. Je me suis imaginée, parce qu'à un moment donné, il y a une petite scène où elle parle avec le mec quand ils étaient jeunes et puis ils étaient plus ou moins amoureux. Bon, bah, tu prends ça et puis tu brodes. Tu brodes dans ta tête, tu t'imagines un petit peu tout, tu te mets dans ses baskets et voilà, puis tu fais pour TL, quoi. TL, donc, et ce qui explique le personnage qu'elle est là quand je le doublais moi, avec elle est peut-être pas sympa, etc. Mais derrière, il y a plein de choses qui elle explique pourquoi elle est comme ça. Ça l'excuse pas, mais ça l'explique. Et pour moi, c'est ça la richesse de ce métier. Voilà. Du coup, tu m'avais dit sur Facebook, donc quand on s'était parlé l'une des premières fois, je me souviens que du coup le doublage n'était pas ton activité principale. Et d'ailleurs, tu l'as déjà dit même au début de cette interview. Est-ce que ça te plaît comme ça, ou est-ce que t'aimerais en faire plus du coup du doublage? Ouais, j'aimerais bien en faire plus. C'est une des disciplines dans lesquelles je m'éclate le plus, en fait. Ouais. Voilà, j'aime tout ce que je fais, vraiment. Je suis sur une scène de théâtre, je crois que c'est là où est vraiment ma place, parce que ouais, je crois que c'est ce que j'ai fait dès le départ. Et t'as le public en face de toi, et là t'as un partage immédiat, et ça, que ce soit théâtre ou concert par exemple, c'est absolument magique. Moi je crois qu'il y a rien que tu peux mettre sur le que je peux mettre sur le même pied, en fait. Ouais, comment dire, tu vois ce que je veux dire, j'arrive même pas à trouver mes mots. Au même niveau, oui. Voilà, au même niveau, merci. Voilà, mais en doublage, en voix, etc., j'aime vraiment tout. C'est vrai que le doublage, j'aurais tendance à vraiment aimer ça, parce que parce que je joue, tout simplement, parce que ça me fait jouer, et jouer, même si j'ai pas de public en face de moi, je joue avec d'autres comédiens, je joue, quoi, et c'est cette technique-là très particulière du doublage. Quand on la connaît, quand on s'en sert comme il faut s'en servir, vraiment c'est du plaisir, c'est vraiment du plaisir. Des fois c'est dur parce que c'est long, parce que c'est fatigant, mais ouais, faut pas bouder son plaisir, quoi. Même si on est naze, on a une chance inouïe de faire ce boulot, quoi. Donc ouais, oui, j'aimerais en faire plus. Mais toujours plus, et puis plus de voix narratives de documentaires, et puis plus de... Toi, moi, je suis Madame plus. Je suis quelqu'un... je ne supporte pas de ne pas être active, voilà. D'accord. Donc, dès qu'il y a un creux, non, il faut que je travaille. Voilà. D'accord. J'aimerais revenir aussi rapidement sur la voix off. T'as dit que t'en faisais aussi beaucoup, que t'avais commencé par ça dans la voix en tout cas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer dans un premier temps ce que c'est en soi, et nous expliquer un peu les différences notables avec le doublage, puisque c'est quelque chose qui en soi semble proche, mais qui a des différences notables finalement. Ouais. Un doublage. Tu travailles sur un film, un manga, un dessin animé, et tu vas prendre la place d'un personnage.
Déjà ça. Donc, tu as la bande rythmo. Donc, tu es dans un studio ouvert ou fermé. Donc, ouvert, c'est-à-dire tu es dans un studio, un grand studio. Il n'y a pas de vitre qui sépare la personne qui enregistre de l'ingé son. Voilà, tu as une barre, tu as le film qui passe, tu as la bande rythmo qui défile et tu joues. Et tu prends la place du personnage entièrement. Ouais. Pour comparer, par exemple, en voix off, ce qu'on appelle le voice-over, c'est-à-dire on entend dans les documentaires ou même à la radio d'ailleurs, tu entends quelqu'un qui parle en langue étrangère ou tu vois la personne qui parle en langue étrangère et tu as une voix française par-dessus qui traduit les propos de cette personne. Donc on a les deux voix en fait, ça c'est du voice-over. Et bien là, on nous demande de se rapprocher au maximum de ce que dit la personne, pense la personne, des émotions de cette personne, mais on ne fait que traduire ses propos. Ouais. C'est tout, c'est la différence par rapport au doublage. On ne prend pas sa place, jamais de la vie. On traduit juste, mais on essaye de traduire le plus précisément possible avec tout ce qui va avec de cette personne. Ça, c'est du voice-over. Après, le reste, et puis donc ça se fait en studio, ça se fait avec un texte à la main. En fait, il n'y a pas de bande rythmo, donc il y a l'image, il y a l'ITV, l'interview de la personne. Et donc, tu as sa traduction sur une feuille ou à l'écran, enfin, mais sur un autre écran. Et tu travailles comme ça sur un support, en général, papier. Contrairement au doublage où tu as la bande rythmo qui défile en face de toi. Et toutes les autres voix off, en fait, c'est toujours en studio fermé, ça impérativement, sauf cas d'espèce. La pub, voilà, tu es devant ton micro et pareil, tu as ton texte sur une feuille ou sur un écran maintenant parce qu'ils font de plus en plus attention et on met tout sur écran pour arrêter de gâcher du papier. Et tu lis le texte en fait. En fait, tu le lis pas, tu le dis. C'est ça qui est difficile, même en doublage d'ailleurs, qui est difficile en voix off, c'est de partir d'un texte écrit sur une feuille et de le dire. Et ça, c'est pas naturel. C'est la grosse difficulté de ce métier, c'est de réussir à dire un texte qui est écrit sur une feuille. On pense pouvoir le faire, savoir le faire, et en fait, on se rend compte que non au début. Ah non, c'est pas ça du tout. Donc, on a tendance à lire et pas à dire. Donc, ça s'apprend. Maintenant, il y a des formations, il y a plein d'écoles qui permettent d'apprendre cette technique. Mais voilà les différences par rapport au doublage. Je sais pas. Après, il y a tellement d'autres trucs. L'audiodescription, par exemple, ce que normalement, toi, tu décris les choses pour les personnes non-voyantes. Ça se passe de la même manière que le doublage. On a l'écran, on a le film, on a la bande rythmo qui défile, mais c'est de la description. Et donc, on va travailler de la même manière. On a la barre blanche qui nous donne le signal de départ, quand le texte arrive à la barre blanche. On respecte le rythme aussi, mais on ne fait que décrire. Donc, on parle encore une fois d'une autre façon dans la description. Et chaque boulot de voix off a une technique bien particulière. On ne dit pas un texte pour une pub de la même manière qu'on va le dire pour une voix narrative, où là, on va raconter une histoire, on va captiver les gens, etc., que dans l'audiodescription, que dans un film instit, voilà, c'est jamais pareil. C'est ce qui fait aussi la richesse de ce boulot et la difficulté de ce boulot, pouvoir switcher de l'un à l'autre, quoi. Ouais, j'ai répondu. Ouais, très bien. Ouais, très bonne réponse. Cool. Alors depuis quelques années, le doublage et certains comédiens et comédiennes connaissent aux yeux du grand public une certaine popularité. Donc le grand public en général s'intéresse de plus en plus au métier de la voix. Est-ce que c'est quelque chose dont tu t'es rendu compte, toi de ton côté? Et si oui, qu'est-ce que tu penses de cette, je dirais, nouvelle popularité du milieu en soi? Popularité, tu veux dire que ça les intéresse ou qu'ils veulent faire ce boulot? Je parlais plutôt de l'intérêt global, c'est-à-dire que les gens s'intéressent de plus en plus au doublage en soi, aux comédiens, et après il y a aussi, c'est vrai, de l'intérêt de faire l'activité aussi. Il y a les deux en fait. D'accord. Et l'intérêt porté sur notre boulot, je trouve ça super. C'est vraiment bien, et d'avoir d'ailleurs des retours critiques, c'est constructif. Voilà, tous les forums qu'il y a sur les mangas, etc., et puis même les autres, c'est intéressant, c'est bien d'avoir des critiques, d'avoir des retours en fait. Bon, après c'est très subjectif effectivement, une voix
une voix va plaire à quelqu'un et va pas plaire à une autre personne. Par exemple, une voix de doublage. Moi, par exemple, je vais doubler Rébi, j'ai doublé Rébi, je plais à certaines personnes, mais il y en a sûrement d'autres qui doivent dire, mais non, sa voix, elle est nulle, quoi. C'est pas du tout la voix du personnage. Ou alors, elle joue pas bien, et d'autres vont dire, non, mais elle joue super bien. Voilà, donc dans tous les cas, il y a ce côté subjectif, ça c'est clair. Mais que les gens s'intéressent à ce milieu, c'est chouette, vraiment. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, les gens savaient pas c'est quoi une voix off, c'est comment ils font les gens qui doublent. Alors ils s'imaginent, mais ils s'imaginent sans savoir vraiment. Donc oui, c'est bien de pouvoir expliquer, ça se passe comme ça et tout. Et je trouve ça plutôt cool. Après, que des gens veuillent en faire ce métier, etc. C'est tout à fait normal parce que c'est un métier qui est hyper attractif. C'est hyper attractif comme métier, je le conçois et je comprends qu'il y ait autant de gens qui ont envie de faire ça. Là, les formations se multiplient, il y a des écoles qui poussent à chaque coin de rue dans les grandes villes. On m'a demandé, moi, on est venu me chercher pour faire de la formation voix, pas doublage, mais de la formation voix, et je vois bien, on a le nombre de stagiaires qu'on a, ça ne s'arrête pas en fait, il y a pas de pause, donc oui, ça attire. Après, c'est un métier. Oui, bien sûr. Je dis juste, c'est un métier. Donc, commencer par des formations, c'est une excellente chose. Et il faut découvrir d'abord le métier, voir si on est prêt à le faire, si ça correspond à ce qu'on imaginait et tout, et qu'on est prêt à le faire. On a les outils pour ça. Mais après, il ne faut pas s'arrêter, quoi. Il ne faut pas croire que ça se fait en 3 jours, 1 semaine. Il faut bosser après. Il faut s'entraîner. Je me suis, moi, de mon côté, vu qu'il n'y avait pas de formation et tout, quand j'ai commencé mes premières voix radio, je me suis entraînée pendant bien longtemps. Je ne vais pas donner d'années parce que c'est stupide, mais je me suis entraînée très très longtemps quand même pour pouvoir un jour prétendre à faire quelque chose de professionnel et continuer dans le métier. J'apprends d'ailleurs tous les jours, très honnêtement. On apprend tous les jours dans ce boulot, vraiment. C'est en ça aussi où il est intéressant. Voilà, donc c'est intéressant. C'est super que les gens s'y intéressent, déjà. Du coup, tu en as déjà un petit peu parlé. Est-ce que tu fais attention aux critiques positives comme négatives qui peuvent être faites par rapport à la VF ou voir plus précisément ton travail à toi? Ouais, j'en ai pas vu, très honnêtement. Je suis pas allée forums et tout ça. Je sais que dans le passé, quand on avait fait des doublages de certains mangas, ils avaient eu des retours de forums positifs. Voilà, comme quoi le travail a été bien fait. Mais moi, personnellement, j'ai jamais eu ou vu de critiques. Mais quand bien même, si elles sont positives, c'est super. Après, je ne m'arrête pas à ça. Je dis, ok, c'est bien, continue comme ça. T'arrêtes pas sur tes lauriers, ma cocotte. Voilà, continue. Et si elles sont négatives, ma foi, oui, parce que c'est aussi important. Donc, pourquoi c'est négatif, pourquoi ça leur a pas plu? Alors, je vais me repencher dessus et puis je vais essayer de comprendre et puis de faire mieux. Et voilà, c'est pas du tout de la fausse modestie de ma part là, ce que je suis en train de dire. C'est encore une fois ce que j'ai appris il y a très très longtemps quand j'étais comédienne de théâtre. Même ça, on nous l'apprenait, quoi. Apprenait à faire pas face à ça, mais à faire avec ça. Toujours. Mais au théâtre, vous avez votre critique tout de suite, après la représentation. Les gens applaudissent, ils ont aimé, c'est merveilleux. S'ils applaudissent tout doucement, on sait que ça n'a pas été génial. S'il y a des sifflets, etc., c'est encore pire. Nous, on l'a directement. Donc, c'est facile de savoir ce qu'il faut qu'on fasse après, quoi. Effectivement. Ah. Du coup, continuons. Qu'est-ce qu'un doublage réussi selon toi? Selon moi? Ouais. Qu'est-ce qu'un doublage réussi selon moi? Exact. Les 2 choses importantes. Le jeu d'abord. Pour moi, c'est le plus important. Parce que si on est bien calé techniquement, etc., mais que le jeu est nul, tout est nul. On ne regarde pas. Si le jeu est très très bon et que techniquement, c'est pas super bien calé, ça peut gêner. Mais le jeu, s'il est bien, quoi, je pense que ça passera mieux. Donc le super doublage, c'est que quand les deux sont parfaits, quoi. Un jeu au cordeau et techniquement irréprochable.
Il y a une chose qui me dérange toujours depuis très très longtemps dans tout ce qui est doublé en France, c'est l'habitude, enfin je ne sais pas si c'est une habitude technique, mais je trouve toujours que les voix françaises de doublage, nous en fait, on ne nous intègre pas suffisamment dans le film. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On est posé en fait sur le film, le dessin, bref. Alors surtout sur les longs métrages en fait. Je ne parle pas du manga, mais sur les longs métrages. Alors qu'on devrait nous mixer plus avec le reste. Je trouve que les voix, on est trop posé en avant, tu vois. Et ça me dérange. Et j'en ai parlé à un technicien et il me dit mais oui, mais ça c'est le mixage et ça c'est une habitude. C'est une habitude et c'est difficile de revenir dessus. Bon, c'est dommage. Faut revenir sur les habitudes. Mais je trouve que ça pêche un petit peu. J'ai l'impression qu'on ne fait pas partie intégrante du film. Voilà, que les voix françaises ne font pas partie intégrante du film. Et ça voilà. Autre question, est-ce que l'activité de directeur ou dans ton cas directrice artistique te plairait de ton côté ? Non. Non, parce que je mets ça sur le même plan que metteur en scène. Dans le passé, on m'a demandé d'être metteur en scène de pièces. J'ai répondu non, parce que ma fonction à moi, comédienne sur un plateau ou derrière un micro, c'est moi ça. Je suis de la pâte à modeler. Et on me modèle et je fais ce qu'on me demande de faire pour le faire au mieux. C'est ça mon job. J'ai pas encore passé peut-être qu'un jour je le ferai, hein, mais pour l'instant, je préfère être dans ce mode de boulot. Je préfère être la personne qui joue, j'écoute les directives et je fais au mieux. J'essaie d'être la plus attentive, généreuse possible et je joue un personnage et j'essaie d'être la mieux possible là-dedans. Mais diriger quelqu'un, c'est pas encore mon truc. Je me sens pas encore. Je sais pas si je saurais bien faire, mais c'est pas ce qui me plaît pour l'instant. Voilà. Très bien. Autre question, lorsque tu doubles, est-ce que tu préfères être seul ou en groupe ? Oh, les deux. Ouais, alors c'est hyper chouette quand il y a des scènes à deux de dialogue quand on est deux. Ça arrive pas tout le temps, hein, malheureusement. Hein. Et alors là, ça c'est génial parce que forcément c'est plus simple, quoi. On se donne vraiment la réplique et c'est plus dynamique et on est plus naturel et ça a que des avantages. En groupe, on l'a souvent fait aussi, beaucoup pour des choses d'ambiance ou quand c'était des personnages, c'était 3 personnages, voilà, pas plus, hein, 3 personnages ensemble. C'est bien. Et tout seul, par la force des choses, j'ai été amenée à travailler souvent toute seule. Voilà, c'est comme ça, mais ça nous demande beaucoup plus de rigueur. Il faut rester concentré. Et physiquement, c'est plus difficile parce que vous êtes tout le temps sur votre rôle, quoi. Il y a pas de pause, on peut pas écouter les autres et donc ça nous demande plus de boulot, d'imagination, de la réplique de l'autre pour pouvoir être juste, pour donner sa réplique. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais c'est malheureusement souvent comme ça. On est souvent tout seul. D'accord. Alors cette question, tu y as déjà un peu répondu au début, je me souviens. Est-ce que selon toi, un doublage doit restituer à 100% les intentions de la VO, quitte parfois peut-être à se forcer un peu à mal jouer ou à jouer de manière un peu, je dirais, défaillante, enfin je sais pas vraiment comment expliquer, peut-être un peu exacerber trop son jeu, etc. Voire peut-être à être mal casté, entre guillemets, ou doit-il améliorer ce qui a été fait en VO s'il est possible de le faire ? Ah si... Mais ouais, mais après, est-ce qu'on a le droit de dire que quelque chose est mal fait et qu'on doit l'améliorer ? C'est coton comme question, ça. C'est vrai, sérieusement, c'est coton. Ça veut dire que, je sais pas, moi, on prend n'importe quoi, une série, voilà, et puis on estime, nous, que les comédiens jouent mal en version originale. Mais peut-être que quelqu'un trouvera qui joue bien, déjà. Déjà, tu vois, ça me dérange déjà au départ. Je dis, qui on est pour décider que c'est bien ou mal joué. Mais bon, ok, on dit qu'il joue vraiment mal. Il joue super mal. C'est des comédiens nuls, ils jouent super mal. Et on doit doubler ça. Oui, on va tout faire pour l'améliorer, c'est évident. On va pas jouer comme eux, on va jouer bien.
On va faire ce qu'on peut pour être super juste et que ce soit bien. Mais je déconne hein, quand je dis qu'il en est pour. C'est vrai qu'il y a des fois, on tombe sur des choses qui sont pas très très bien jouées. Ouais. Quand on est plusieurs à regarder et à dire oh là là, c'est pas bon. Oui, je pense qu'on a le droit de dire qu'on a raison. Après, ça c'était une partie de ta question. En gros, la question, oui, c'était est-ce que, en gros, le doublage français doit-il restituer, comme je disais, à 100% la VO, quitte justement à peut-être se mal jouer entre guillemets pour en gros restituer exactement ce qu'a fait l'acteur, ou est-ce que justement on doit améliorer si c'est possible de le faire? Ouais, bah voilà. Bah, donc gros, améliorer quand vraiment le jeu au départ est pas juste. Bah oui, on l'améliore. Et puis en plus, je pense on l'améliore de façon naturelle, je pense. Ouais. Bah ouais, il me semble. On va pas. C'est super dur de mal jouer. Enfin, regarde, chanter. Quand tu sais chanter, sans être une star, hein, tu sais chanter. On te demande de chanter faux. C'est pas évident. Hein. Ouais. Et ça, il faut réfléchir quand même pour chanter faux. Je pense que le jeu, ça doit être pareil. Tu joues, t'as été habitué pendant des années à jouer naturellement, ça devient comme ça, c'est un automatisme, ton cerveau et tout. Tu sais jouer la tristesse, etc. Mais on te dit non, mais tu vas la jouer mal, faux. Ouais, c'est ok. Attends, il faut que je réfléchisse quand même comment je vais faire. Ça doit être drôle à faire, mais ça sert à quoi? Ça sert à bien quoi? Sûr. Non, si on nous demande de doubler quelque chose et qu'il est pas top, oui, on va faire mieux. Et puis par contre, si c'est bien. Si c'est top en version originale, là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on se rapproche, il faut que ce soit pareil, quoi, en français. Et on n'a pas le droit de faire moins bien. On n'a vraiment pas le droit. Du coup, autre question. Qu'est-ce qui est le plus dur, pour toi dans un doublage en tant que comédienne? Qu'est-ce qui est le plus dur? Ouais. Qu'est-ce qui est, je sais pas, techniquement, au niveau de l'interprétation, qu'est-ce qui, toi, peut-être, te donne plus de fil à retordre quand tu dois doubler quelque chose, en termes d'interprétation, je dirais? Waouh, c'est dur, j'ai envie de te dire. Ah ouais, c'est jamais facile. Vraiment, c'est jamais facile, parce que t'es au taquet tout le temps. Il faut que tu fasses attention à la technique, donc à démarrer au bon endroit, à respecter le flux du texte, pour pas dépasser, pour pas être trop long, pour pas être trop court. À la fois, alors pensez à ça, tout en pensant jeu, en pensant émotion, en pensant respiration. C'est tout le temps dur en fait. Il y a pas, je réfléchis, hein, mais il n'y a pas quelque chose de plus difficile que non, ce qui peut être non. En manga, ce qui est difficile, ouais, sur une journée complète, quand c'est des mangas où ils combattent tout le temps, c'est de tenir la distance, par exemple, de jouer, réussir à jouer toujours juste, techniquement aussi, tout en te battant physiquement, tu vois. Donc gérer la respiration, gérer tout ça, c'est peut-être un plus encore qui rend la chose difficile. Mais pour moi, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Si quelqu'un dit que c'est un boulot facile, non, je pense qu'il sera pas honnête. C'est difficile. Jouer, c'est difficile. Quel que soit le support. Hein. Sur une scène, devant une caméra, devant un micro, derrière une barre, c'est difficile. Ça nous demande d'aller glaner en nous. Des émotions, d'être hyper généreux, quel que soit ce qu'on doit en plus jouer. Il y a des choses qui sont vachement intimes. C'est pas évident de se mettre à pleurer, c'est pas évident de geindre, c'est pas évident de crier. Et il faut le faire. Donc il faut que toutes nos barrières, tous nos complexes, nos choses comme ça, nos gènes, etc. On n'en a pas quand on fait ce métier. Donc il faut tout laisser derrière la porte. Ça, c'est difficile. Donc pour être un bon comédien, quel que soit le support ou le lieu où on joue, il faut lâcher tout ça, s'oublier soi et travailler pour le personnage qu'on nous a demandé d'interpréter. Et ça demande, ça demande une forme de courage, ouais, parce qu'on se met à nu. Cette expression-là, je l'ai entendue longtemps, souvent. Mets-toi à nu, lâche prise, mets-toi à nu, c'est pas toi qui joues, c'est un personnage que tu interprètes, donc
quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, eh ben, c'est pas toi, c'est l'autre. Donc, réussir à passer ça, c'est pas facile. Donc, voilà, c'est pas un métier facile. Mais c'est un métier génial. Voilà, il est pas facile, mais quand on le fait et quand on le fait bien, c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment top. Du coup, encore une question dont on a déjà effleuré un petit peu le sujet. Selon toi, est-ce que le milieu du doublage va bien ou est-ce qu'il y a des points spécifiques à améliorer? Et si oui, quels seraient-ils selon toi? Ouh là là, non, je crois pas qu'il aille bien. Mais c'est très personnel, hein. Ouais, bien sûr. Je suis pas au fait de ce qui se passe sur Paris, par exemple. Ouais. Moi, je suis pas une comédienne de doublage qui travaille sur Paris, donc il doit se passer des trucs sur Paris où il y a des informations à Paris que je n'ai pas, donc je vais pas avoir la prétention de parler du doublage de façon générale partout. Mais là où je peux me permettre de dire ce que je pense, depuis que je fais ce boulot-là, non, il va pas spécialement bien, puisque, tu vois, je reviens à ce qu'on a dit au départ, on nous demande de travailler chaque fois plus vite, donc on n'a pas le temps de bien travailler, tout s'effondre en fait, toutes les choses sur lesquelles repose ce boulot, c'est-à-dire du temps, voilà, de la bonne technique, un bon studio, des fois on reçoit des supports qui sont même pas terminés. On n'a pas la VI, par exemple, on n'a pas la version internationale, donc on travaille dans le silence, c'est pas possible. Il y a plein de choses comme ça, hein. La liste serait longue, mais toutes ces choses-là font que j'ai pas l'impression qu'il aille bien, et que en plus le doublage s'exporte dans les pays limitrophes pour des raisons budgétaires, donc c'est fait dans des conditions des fois on se demande. Oui. Ils n'ont même pas de bande rythmo ni rien, ils calent ça à l'arrache pour parler comme ça. C'est dommage, quoi. C'est dommage. Je critique pas du tout les pays où c'est fait. Bien sûr. Je sais même pas qui il faudrait critiquer d'ailleurs. J'en sais rien. Mais ouais, c'est pas génial. Et quand je regarde moi du doublage là français depuis quelque temps, c'est rare quand même. Enfin. Encore une fois, c'est très personnel. Je trouve rarement de très bons doublages. À chaque fois, c'est pas parfait, quoi. C'est dommage. Le choix des voix aussi. Ouais. Ils prennent plus ce temps de choisir la voix qui va coller le mieux à la voix originale. Des fois, quand on entend la version originale, on se dit mais mon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette voix? Alors des fois, ça marche quand on ne tient pas compte de la version originale. Je suis d'accord, des fois, ça colle très très bien. Mais bon, normalement, on est censé être collé au maximum quand même à ce qui a été fait. Donc bon, voilà ce que je peux dire. Très bien. Une question sûrement très difficile. Quel a été ton meilleur souvenir ou ta meilleure expérience dans le doublage depuis que tu en fais? Ou en tout cas parce que j'imagine que tu dois en avoir beaucoup, j'imagine. Pas tant que ça. Non. Regarde, si tu regardes ce que j'ai fait, j'en ai pas fait non plus des tonnes. Ouais. Mais mon meilleur souvenir, j'en ai pas qu'un en fait. J'en ai plusieurs, tu vois, on en a parlé tout à l'heure. C'est con, je vais un peu redire la même chose, mais il y a des personnages qui m'ont vraiment marqué, quoi, et qui m'ont donné envie de continuer. Puis des comédiennes que j'ai pu doubler qui m'ont donné confiance, en fait, le fait de l'avoir fait, même si le résultat, à mon sens, est pas parfait. Encore une fois, sans fausse modestie, mais le Black Mirror, il aurait demandé encore plus de travail, encore plus de travail minutieux, tu vois, pour être vraiment plus juste. Il y a des petits passages que je ne trouve pas bons, mais ça, on était tenu malheureusement par le temps, même si on avait du temps et ça suffisait pas. Il fallait quand même qu'on rentre dans les clous. Donc c'était pas parfait, mais ça m'a donné, ça m'a conforté quand même dans le sens. J'étais quand même capable de faire ça, donc et de pouvoir continuer. Mais par exemple, s'il y a un truc drôle, mince,
Kendall dans les... Comment il s'appelle? Oh zut. Le rôle de Kendall, aide-moi. Kendall. Je ne sais pas. je parle tellement. Attends, bouge pas, je vais retrouver les épisodes. Tous ces jeunes qui ont des pouvoirs magiques. Ah, par rapport à Power Rangers, peut-être? Oui, les Power Rangers. Voilà, si. c'était ça. Okay. La bonne surprise, c'était que de faire Kendall, c'était bien. Et puis on m'a dit, mais tu vas faire Poisandra aussi. Oui. Ah bon, je vais faire Poisandra. Et quand j'ai vu la nana, enfin, ce bonbon tout rose là, avec cette voix hyper aiguë, mais qui te cisaille les oreilles. Et on m'a dit, mais si, il va falloir que tu fasses comme ça quand même, parce que c'est ça qui est drôle. Ah oui, je me suis éclatée à la faire, mais vraiment quoi. Je me suis éclatée. Et passer de l'une à l'autre à chaque fois dans la journée de travail, techniquement c'est vachement intéressant aussi. Parce que elles ont rien à voir l'une avec l'autre, ni sur le plan vocal, ni physiquement, ni rien. Et c'était bien aussi. En fait, j'ai trouvé dans tout boulot, je crois, j'ai trouvé quelque chose qui était cool. Il y en a certains quand même que j'ai bien oubliés parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt. Mais la majorité de ce que tu m'as cité, c'est des bons souvenirs, quoi. Vraiment. Très bien. Il existe aujourd'hui beaucoup de conventions de salons axés sur le jeu vidéo, les mangas et un peu tout l'univers geek à travers la France. Donc des salons qui permettent aussi d'inviter souvent des comédiens de doublage et qui permettent aux passionnés de doublage donc de pouvoir échanger avec eux. Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait de faire toi personnellement, d'être invité pour parler de tes rôles par exemple avec des passionnés ou même de doublage en général? Alors déjà là, tu vois, le fait d'être interviewé par toi et de savoir que je vais être écoutée, etc. par la suite, ça me met... J'aurais une souris, je me mettrais dans un petit trou parce que je me dis, mais moi, pourquoi moi? Tu vois, c'est vraiment... Waouh. Alors, être invité comme ça dans une convention et parler à des fans et tout, j'arrive pas à m'imaginer. Non, je suis pas une voix importante. Il y a des gens qui font bien plus de choses que moi et enfin voilà, je dis pas que je fais du bon travail, j'en suis intimement convaincue, c'est même pas moi qui le pense mais on me le dit et puis voilà, voilà, donc ça je l'admets, je le sais, mais oui, j'ai pas une carrière de doubleuse comme d'autres peuvent l'avoir. Donc je me vois pas dans ces conventions, enfin j'y aurais pas ma place, je pense. Mais sinon que ça existe, je trouve ça super. Je trouve ça vraiment super. Pour être très honnête, il y a des conventions qui sont aussi souvent axées sur la Japanimation, donc c'est pas tout le temps non plus des comédiens de doublage qui sont ultra connus, qui ont forcément des carrières incroyables comme beaucoup de comédiens, comédiens cinéma comme on pourrait les appeler. Il y a aussi des comédiens quand même plus modestes et qui sont parfois invités. Ah d'accord alors. Si j'étais invitée un jour, oui, avec plaisir. Ah oui. Avec plaisir. Parce que vu comme toi, comme tu as fait quand même beaucoup de voix dans l'animation aussi, et je sais aussi de mon côté qu'il y a pas mal de gens qui connaissent ton boulot, et même le boulot des comédiens lyonnais en général, vu que vous avez fait beaucoup d'animation, je pense que moi, en tout cas de mon côté, je pense que ce serait que en tout cas tu ne volerais pas ta place. D'accord. Je pense que si tu y allais, honnêtement. Ok, merci. Merci Johan. Oui alors, oui, pourquoi pas, ça serait cool. Mais que ce genre de choses existent, je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment bien. Ouais. Je trouve ça cool moi. Du coup, moi j'ai terminé avec mes questions. On va finir avec les questions des gens sur Twitter qui t'ont posé des questions. Ouais. Alors, il y en a quelques-unes. On va commencer avec Fantin Benedetti qui nous dit, qui te demande du coup, cela a-t-il été facile pour elle de se réimprégner du personnage de Saber après autant d'années à ne pas la doubler? Donc par rapport à Fate Stay Night, donc le personnage de Saber. Ah oui, tu sais, c'est une question que je me suis posée quand on m'a dit que j'allais la réinterpréter. Je me suis dit waouh, putain, c'est vieux. Mais en fait, c'est magique la technique. Donc je suis rentrée en studio et on a revu 2-3 scènes de Saber de ce que j'avais fait il y a quelques années pour me remettre dedans, pour la réécouter, pour réécouter ma voix, réécouter comment est-ce que je l'interprétais, et on a fait 2-3 essais et voilà, et on a trouvé. C'est le même, on fait le même job en voix off par exemple
quand on reprend un boulot aussi. Toi, on enregistre, je sais pas, on enregistre un film institutionnel et puis plusieurs mois après, on doit réenregistrer un bout en plus, par exemple. C'est vraiment un exemple comme ça. Et c'est la même chose. On va réécouter ce qu'on avait fait. Et le cerveau, lui, capte tout de suite l'intonation, le rythme, etc. Et tu y vas, t'enregistres. Et quand c'est exactement pareil, on enregistre définitivement. On fait un essai, 2 essais, et c'est bon. Et ça marche comme ça. Pour Cyber, ça a été ça. On a pris le temps quand même de la retravailler un petit peu avant, bien sûr. Ok. Ah, c'est bien ça, du coup. Ah bah oui, heureusement qu'on peut le faire, t'imagines. Sinon, je l'aurais joué, je pense, différemment, forcément. Ouais. Forcément, heureusement. D'accord. Du coup, il avait une deuxième question, Fantin. Lors de ses premiers doublages, elle doublait de temps en temps des personnages assez jeunes et très actifs, notamment dans Fractal et Angel Beats, pour ne citer que. Chose qui s'est rarifiée avec le temps, où elle double des personnages plus adultes. Est-ce que tu regrettes, du coup, de moins doubler des persos plus jeunes, des personnages plus jeunes? Je regrette pas, parce que par la force des choses... je pense que ça se fait comme ça. Si on m'en propose encore, je les ferai vraiment avec plaisir, parce que ces rôles-là un peu délirants comme ça, hyper péchus et tout, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Mais c'est pas un regret non plus. Ce qu'on me propose là est hyper intéressant aussi. Donc je me laisse guider. Je laisse venir, en fait. Voilà, j'ai pas de regrets. Puis c'est pas bien d'avoir des regrets. Donc j'en ai pas. D'accord. On a Momo sur Twitter qui demande si tu as gardé de bons souvenirs de Death Parade, donc l'animé Death Parade, où selon lui tu as eu ton meilleur rôle. Ah ouais? Il trouve que pour lui, ton meilleur rôle dans l'animation, peut-être même dans le doublage en général, je ne sais pas, c'est Death Parade. Donc je sais pas si tu te souviens de cet animé en... Oui, je m'en souviens. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, en fait, l'histoire, l'ambiance du manga. C'était vraiment, j'ai passé un très très bon moment. On l'a travaillé sur plusieurs jours et j'ai vraiment aimé. C'est l'un des mangas les plus sympas, oui, effectivement. Et si pour lui c'est mon meilleur rôle, merci. Et comme quoi, tu vois, les gens n'ont pas les mêmes goûts. Ça se trouve, quelqu'un d'autre dirait oh non, c'est pas ça du tout. C'est dans Trucmuche. Voilà. Oui, j'ai beaucoup aimé. D'accord. Vraiment. Très bien. Et on va terminer du coup avec 2 questions, enfin en tout cas pour les questions avec Mashiro sur Twitter. Alors qui dit tout d'abord merci à elle pour son travail, c'est une de mes comédiennes préférées et c'est super de voir sa progression dans le doublage entre Fate Stay Night de 2006 et la série du coup actuelle qui a été faite l'année dernière. Il semblerait qu'elle ait la voix du jeu de société Jingle et je voulais savoir comment c'était d'enregistrer ce genre de jeu, donc des jeux de société en général. Est-ce que c'est quand même intéressant à faire du coup? Ouais, c'est drôle. Enfin celui-là, il était super drôle. Parce que c'est pareil, j'interprétais un personnage, puisque je suis la voix qui parle aux joueurs, en fait. Ouais. Et donc, on m'a demandé de jouer un peu, allez, vas-y, pas du tout sage, quoi. Un peu mutine, un peu moqueuse, pour les titiller, les joueurs, pour qu'ils en donnent à chaque fois un peu plus, qu'ils s'arrachent un peu pour gagner. Et j'ai pris du plaisir à faire ça. Donc ça se fait studio fermé, avec j'avais un écran mais juste pour le texte et c'est tout. Et donc tu as toutes tes phrases en fait enregistrées les unes en dessous des autres et tu enquilles toutes les phrases, tu enregistres comme ça à la suite. Alors pareil, c'est un autre boulot vu que là il fallait que j'interprète ce type de personnage là. Et c'est un peu comme le doublage mais j'ai plus de temps puisque là t'as pas la bande rythmo. Donc, je prenais le temps quand même de lire chaque phrase, de me dire, OK, je vais la dire comme ça. Et puis, on reprenait. Bien sûr, tu reprends telle ou telle phrase quand tu as plusieurs intonations possibles. On en essaye plusieurs. Et puis, ils font leur choix, les clients. Mais c'était sympa aussi, ça. C'était sympathique, ouais. Tout à fait. Et du coup, sa deuxième question, c'était par rapport à Golgotress, du coup. Est-ce que tu as gardé des souvenirs de cette série
parce que du coup il disait parce qu'évidemment la série n'a pas de carton, ce qui fait qu'on ne sait toujours pas de manière sûre qui a doublé le personnage principal. Ouais, c'est vrai hein, qu'il n'y a aucune information là-dessus. Ouais. J'ai pas un souvenir impérissable de ce manga. C'est vieux et j'avais pas un rôle très marqué, pas spécialement important, mais ça m'a pas laissé énormément de souvenirs. Donc j'ai fait mes recherches en fait avec le studio dans lequel on l'a enregistré. Donc oui, ça remonte à pas mal d'années. Et on avait fait la saison 1 de Golgo 13, d'après eux, s'ils ne se trompent pas. Et à l'époque, il y avait donc dans Golgo 13, il y avait énormément de personnages et ils font pareil à Paris, hein, ils faisaient la même chose. On faisait plusieurs personnages. Oui. Voilà, sauf les gros rôles qui, eux, les premiers personnages, sûr. Ben non, ils faisaient que ça. Mais nous, on se partageait comme ça. Donc, on avait... moi, je sais que j'avais le rôle de Linda, de Diane. Donc, ils se débrouillaient toujours pour que ces personnages-là, bien sûr, forcément ne se rencontrent pas ou étaient suffisamment éloignés quand même l'un de l'autre. On nous demandait aussi de moduler un peu la voix pour changer. Et vu que les personnalités n'étaient pas les mêmes, on essayait de coller aux personnalités. Et c'est, s'il n'y a pas d'erreur, c'est Jacques Chambon qui a fait Golgo 13 chez nous. C'était Jacques Chambon ? S'il n'y a pas d'erreur. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Il faudra vérifier, il faudra écouter, en fait, si vous... Ouais. Mais j'ai même pas trouvé, moi, une version française. T'as trouvé une version française de mon côté, non. Pas du tout. Il y a sûrement des gens qui l'ont peut-être en DVD ou quelque chose comme ça et qui pourront vérifier à l'oreille, j'imagine. Vérifier, ouais, parce qu'ils notaient pas le nom ils notaient pas la distribution à l'époque, a priori. Il n'y a pas tout le temps de carton dans les animes à la fin. Donc je dis ça, mais avec réserve. Donc voilà, vérifier si c'est bien Jacques Chambon qui a fait Golgo 13. Voilà. Et du coup, on va terminer avec un dernier message de la part de Sébastien Perrier, qui sur Twitter dit pour avoir eu la chance de travailler avec elle, je vous confirme que Dany est une comédienne d'exception et qu'elle est hyper cool. Donc voilà, je voulais juste citer ça. Purée, comme c'est gentil. Ah, non, je t'ai plus, c'est trop bien. Merci beaucoup, c'est super. C'est super. Ouais. Donc voilà, du coup, on a terminé l'interview, j'ai plus de questions, j'ai cité toutes les questions du public, donc du coup, merci à tous ceux qui auront écouté cette vidéo, et merci à toi du coup aussi d'avoir pris ton temps pour cette interview. Et avant de terminer, est-ce que tu aurais peut-être, je sais pas, un petit mot ou une promo pour un projet en cours, quelque chose, sans forcément doublage, puisqu'on sait que les doublages c'est toujours compliqué d'en parler. Non, alors promo, non, pas rien pour l'instant, rien dans les tuyaux de particulier, toi de nouveau. Ouais. Non, je continue à enregistrer régulièrement dans les studios, à faire des choses différentes chaque fois, et c'est toujours super. Non, ce qui est différent, c'est que je me suis remise au théâtre et que là j'ai des spectacles, mais bon, ça n'a absolument aucun intérêt d'en parler là puisqu'on parle voix et doublage. Donc non, pas de promo particulière. De mon côté. J'ai été super contente de faire cette interview. Merci Johan, tu vois, c'est super cool aussi, donc c'est un vrai bonheur. Merci pour tous les compliments que j'ai entendus là, ça fait vraiment du bien, donc c'est vraiment cool. Merci encore. Et si je suis cool, je vais continuer à être cool, comme dit Sébastien. Parce que dans ce milieu, il n'y a pas de raison de pas être cool. Enfin, dans n'importe quel métier, d'ailleurs, c'est vachement bien. On a une chance. J'ai une chance inouïe, vraiment. Tous les matins, je me lève tous les matins, quelles que soient les difficultés de ce métier, parce qu'il y en a, faut pas se leurrer. On n'a pas du boulot tous les jours, c'est pas facile. Enfin bref, on n'a pas la sécurité de l'emploi. Mais quand même, c'est un cadeau, de pouvoir faire ce job. Ceux qui râlent, qui souvent et tout, ils l'oublient assez vite. Donc non, c'est vraiment une grande chance. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment. Ça aurait été bien si j'aurais bien voulu le faire de façon vivante avec la caméra, mais on a eu un petit souci, il y avait un petit souci technique, donc on l'a fait comme ça en audio. Mais sachez que si on avait pu, si vous aviez pu voir ma tête et tout, ça aurait été avec plaisir. Et mais voilà. Écoute, j'ai rien d'autre à ajouter. Je suis touchée. Voilà.
Bah écoute, c'était très bien. Merci à toi du coup d'être venu, enfin d'avoir participé. Et puis salutations à tous ceux qui regarderont la vidéo, bien sûr. Bah voilà, pareil. Salutations à vous et merci.